Oui, peut-être, Monsieur le Président, pourrait-on laisser la place éventuellement à des collègues qui souhaiteraient intervenir de manière à, encore une fois, susciter l'interactivité. Donc j'ai Madame Bouchou. Madame Bouchou d'abord. Madame la ministre, nous avons vu au cours de ces auditions qu'il existe une connexion très forte entre les paradis fiscaux, la fraude et l'évasion fiscale et par ailleurs des risques de corruption et de blanchiment. Ce sont des circuits complexes. La France a été, sauf erreur de ma part, un des premiers pays à signer la Convention de Mérida donc en juillet 2005. Pourriez-vous nous dire où nous en sommes en termes de restitution de biens mal acquis? Donc ça concerne le lien avec l'extérieur. Ma deuxième question est extrêmement basique. Et je pense qu'elle peut vous tenir à cœur. Madame la ministre, ne pensez-vous pas qu'il y a une distorsion entre l'enseignement qui est donné dans nos grandes écoles de commerce, qui pousse à l'optimisation et parfois à la fraude fiscale d'une part, et d'autre part, la faiblesse de l'aide à la recherche, et j'ai regardé ça d'un petit peu près, à la recherche à l'aide universitaire et aux publications qui permettent de travailler sur l'ampleur des fraudes et de l'optimisation. N'y aurait-il pas la matière à une réflexion, sachant que là, sur ce point-là, l'université est vertueuse et qu'en l'occurrence, les écoles de commerce sont une position qui questionne. Je vous remercie. Je puisse répondre globalement, parce que comme ça permet d'avoir tout. Alors, Madame Bric, rapporteur du budget. Oui, Madame la ministre, comme vous le savez, le Sénat a la particularité, à la différence de l'Assemblée nationale, que c'est la Commission des finances et non la Commission des affaires étrangères qui s'occupe, qui regarde de très près toutes les conventions fiscales. Et j'ai souvenir de la déclaration que vous aviez faite, je crois que c'était le 24 novembre 2011, où la Commission des finances s'était penchée et elle s'était appuyée sur vos déclarations d'alors concernant l'échange de renseignements à la suite des signatures de conventions, et nous étions en pleine discussion sur la convention fiscale entre la France et le Panama, et on s'était appuyé justement sur vos déclarations pour refuser au gouvernement la ratification de Panama. Alors je voudrais vous rappeler, excusez-moi de me répéter, mais je pose la question régulièrement. Il y a un outil essentiel à la lisibilité de l'action du gouvernement concernant ces échanges de renseignements et leur suivi, c'est le respect de la loi de 2011, le fameux article 136, qui fait qu'on n'a toujours pas l'annexe, le jaune budgétaire, qui nous permet de mesurer. On ne l'a toujours pas, hein, au moment où je parle, on est le 12 avril, on ne l'a toujours pas. Donc, c'est quand même pas tout à fait normal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est quasiment une question d'actualité que je vais vous poser. Puisque ce matin, au journal officiel, est parue la liste française, puisque chaque pays, il y a la liste de l'OCDE, il y a le travail de l'OCDE, du Forum international, et la France a publié, comme chaque année, à peu près à cette époque, la liste de ce qu'elle considère comme des territoires non coopératifs. Et c'est très difficile de comprendre les choix qui sont opérés quand on regarde cette liste, parce que d'une part, on n'a pas l'information concernant cette annexe budgétaire, qui est quand même un outil important. Et si je regarde la liste qui a été publiée ce matin, évidemment, Panama a disparu, ça on avait compris qu'il y avait urgence, que le gouvernement voulait absolument faire disparaître Panama. Mais, et vous venez de dire tout à l'heure, dans votre propos liminaire, j'ai noté vos propos, la signature des conventions fiscales n'est qu'une première étape qui doit être suivie d'effets concrets. Et bien justement, quand on regarde la liste, il y a un problème. Il y a un problème parce que on voit qu'il y a un problème par rapport à ceux qui sont sortis, qui ont été radiés de la liste publiée l'année dernière. Je prends par exemple le Costa Rica. Il est sorti de la liste française alors qu'il n'a pas été admis à passer en phase 2 de l'évaluation du Forum mondial le 5 avril dernier, c'est-à-dire la semaine dernière. Et le Forum dit, en parlant du Costa Rica, son droit interne risque de faire obstacle à l'efficacité de ces échanges de renseignements. Donc ça veut dire que je ne comprends pas le choix de la France. Bon. Vous sortez aussi
Belize, Dominique, Grenade, les îles Cook, le Liberia, Oman, qui n'ont pas encore été évalués par le forum. Donc, moi, ce que je veux comprendre, c'est vraiment les méthodes de travail de la DLF qui lui permettent de juger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si le pays concerné est doté d'une capacité normative. Et je rappelle que nous avons refusé en séance, à l'unanimité, le Panama parce qu'on a jugé, comme le forum du reste, qui n'avait pas la capacité normative de ne plus être un territoire non coopératif, malgré la volonté de ses dirigeants. Alors, comment signez-vous? Est-ce que vous vérifiez cette liste? Est-ce que vous vous préoccupez de ce que vous avez dit tout à l'heure? Parce que moi, je peux comprendre qu'il y ait soit des intérêts économiques qui amènent le gouvernement français à dire on le sort ou on le rentre, soit des intérêts diplomatiques. Ça peut arriver. Mais moi, je n'ai pas la capacité, enfin, au travers de moi, c'est pas moi personnellement, c'est le Parlement n'a pas la capacité de juger parce qu'il n'a pas les informations, il ne comprend pas comment on fait les choix de la liste annuelle. Voilà, je m'arrête là, mais c'est vraiment un problème important de comprendre qu'est-ce qui fait que le gouvernement dit un tel n'y est plus, un tel y rentre, parce que j'aurais pu parler aussi de ceux qui y rentrent. Alors, d'abord, à Madame Bouchou, lui dire que sur les biens mal acquis, c'est le ministère de la Justice qui suit tous les dossiers de biens mal acquis. Donc, c'est à lui qu'il faudrait poser la question, en lien d'ailleurs avec un certain nombre d'administrations des finances, notamment avec Tracfin. Mais ce n'est pas l'administration fiscale. Sur votre question sur les enseignements de nos grandes écoles et l'aide à la recherche, je pense qu'on peut tout à fait imaginer effectivement de financer de tels programmes. Encore faut-il que dans le cadre de l'autonomie des universités et des grandes écoles, il y ait des chercheurs qui s'engagent dans de tels projets. Alors on pourrait tout à fait imaginer que le ministère des Finances soit lui-même promoteur de tels programmes de recherche. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. La Commission peut d'ailleurs nous le suggérer. Et effectivement, moi je serais tout à fait favorable à ce que la Direction générale des finances publiques puisse financer un certain nombre de travaux de recherche. Je ne sais pas si c'est très usuel, mais moi je suis très favorable, et c'est mon passé de ministre de la Recherche qui parle, à ce que la recherche vienne irriguer l'action publique. J'ajoute qu'on pourrait, sans goût du paradoxe, utiliser les chercheurs des grandes écoles pour faire de la recherche sur ces sujets-là. Ils sont certainement les plus compétents pour en parler puisqu'ils connaissent tous les mécanismes d'évasion fiscale, effectivement. Enfin, pas d'évasion, d'ailleurs, d'optimisation fiscale. Le problème étant qu'il y a l'optimisation, il y a l'évasion et que la frontière est ténue entre les deux. C'est pour ça que nous avons œuvré à boucher les trous de la législation. Je pense le plus efficace en réalité, et je le dis pour mes collaborateurs vous savez que les collaborateurs de cabinet du ministre du Budget finissent en général dans les cabinets de conseils fiscaux, tellement la loi fiscale est complexe. Mais le sujet c'est de simplifier la loi fiscale et de boucher les trous de la loi fiscale. Quand on aura simplifié et qu'on aura bouché les trous, on mettra fin à une rente de situation des conseillers fiscaux qui est effectivement d'essayer de trouver la faille dans la loi. Mais ça, on ne peut pas empêcher effectivement les grandes écoles qui forment des conseillers fiscaux à les former à la loi telle qu'elle existe. Ce serait intéressant de passer avec eux des contrats de recherche pour qu'effectivement ils se mettent à chercher sur l'évasion fiscale. Ah non, ne croyez pas ça. À partir du moment où ça fait partie de la culture générale et d'un vrai travail, je pense qu'il serait tout à fait partant. Ensuite, vous avez... Ah oui, Madame Bric. Alors, Madame Bric, sur le jaune budgétaire, mea culpa, l'administration était sur le pacte de stabilité, on a eu beaucoup de travail. Il me jure que vous l'aurez dans les prochains jours. Donc, votre question a le mérite d'avoir été posée. Et cette audition... Non, dans les prochains jours. On va essayer de le faire avant. Vous savez, dans les deux tours, on n'a pas jamais intérêt à donner des informations entre les deux tours. On ne sait pas comment elles vont être exploitées. Donc, bon, vous l'aurez pour pouvoir travailler correctement. Mais c'est vrai qu'on a été vraiment... Enfin, le programme de stabilité, c'était un gros sujet. Alors, pour vous expliquer comment on travaille.
D'abord, peut-être un chiffre, mais vous l'avez déjà cité. En 2011, nous avons formulé 301 demandes à destination des nouveaux États et des territoires qui ont signé une convention de coopération fiscale. À ce jour, on a un tiers des réponses reçues qui sont satisfaisantes. C'est les chiffres que nous avons communiqués en novembre 2011. Mais voilà, ces chiffres sont connus. Mais en réalité, il est quand même un peu tôt pour faire une évaluation. C'est comme quand on m'avait demandé d'évaluer le crédit impôt recherche 6 mois après sa mise en place. On est obligé de travailler avec ces pays, de voir où sont les points d'achoppement dans leurs droits nationaux. Vous en avez parlé, dans leurs droits nationaux, ils ont souvent des points d'achoppement. Si je prends l'exemple de la Suisse, le fait que la Suisse ait dans son droit national l'obligation d'informer tout détenteur d'un compte en Suisse d'une demande d'information fiscale faite par un pays étranger, comment vous dire, ça nuit un peu à l'efficacité du contrôle. Vous voyez, bon, donc on doit identifier dans les droits nationaux des pays avec lesquels on a signé des conventions ces espèces de dispositifs législatifs qui font blocage en réalité à la bonne exécution de la convention. Et en même temps que nous les identifions, l'OCDE fait son travail et les identifie aussi. C'est ce que vous venez de dire sur le Costa Rica. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la situation du Costa Rica, mais c'est exactement le même sujet. L'OCDE fait le même travail que évalué en phase 2, c'est tout. Oui, il n'a pas été évalué en phase 2, mais il est en phase 1. Le Forum mondial ne travaille. Enfin, le travail du Forum mondial est différent du travail de la liste. Nous partons de la liste OCDE et nous sortons tous les pays qui signent des conventions d'échange d'informations. Voilà. Et ensuite. Mais ça ne suffit pas, c'est ça que je veux dire. Et ce que je voudrais pouvoir apprécier, Madame la Ministre, c'est votre calendrier de négociation. Et moi, je souhaiterais, Monsieur le Président, que soit versé dans les travaux de la commission d'enquête le calendrier de négociation que vous avez pour arriver à sortir ces pays de la liste française. S'il y a une liste nationale, alors qu'il n'y a plus de liste noire au niveau de l'OCDE, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que les pays conserve la faculté de choisir, de signer avec tel ou tel. Donc moi, je souhaiterais que nous ayons le calendrier de négociation pour apprécier ce que fait l'ADLF et les critères d'appréciation. Parce que vous me renvoyez à ce qu'on sait déjà depuis novembre 2011. Ce n'est pas ça que je vous demande. C'est qu'on comprenne les choix du gouvernement. Mais les choix, le sujet, c'est de négocier l'accord. Qui s'engagent chaque année pour arriver à la liste. Voilà. Et aujourd'hui, il y a pratiquement, il y a très peu de. Moi, je ne crois pas que le calendrier. Enfin, j'essaye de comprendre ce que vous essayez de me demander. En réalité, aujourd'hui, il reste sur la liste très peu d'États. Parce qu'en réalité, on a réussi à faire des négociations avec l'essentiel des grands États avec lesquels nous avions des intérêts économiques. Il en reste quelques-uns, mais c'est un tout petit nombre. Vous avez vu la liste. Tout le monde sait que ce sont des paradis, ceux-là, on le sait quand même. Tout le monde le sait. C'est la liste noire. C'est la liste noire. C'est la liste avec laquelle on n'a pas d'accord. Alors, c'est pas parce qu'ils sont sortis qu'ils ont signé avec 12 autres pays des conventions. Alors, attendez, Madame Brick, il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Vous dites quel est le calendrier de la signature des accords. Il reste quelques pays. Attendez, oui. Alors, vous voulez le passé ou vous voulez l'avenir? C'est ça que je comprends pas. Ah, mais je veux les deux. La loi vous impose d'avoir le passé, c'est-à-dire le bout de vos actes, et que j'ai toujours. Je rappelle quand même que le groupe socialiste a toujours soutenu tous les dispositifs de votre collègue prédécesseur Éric Woerth concernant la lutte sur la fraude fiscale. Je sais, beaucoup toujours. de votes on a toujours voté. Bon. Donc, pour le passé, je veux que la loi soit respectée et que le gouvernement nous informe de l'exécution des textes que nous avons votés au Parlement. Et pour les choix concernant la lutte contre les paradis fiscaux pour l'avenir, eh bien, comme on a une liste française, je veux comprendre comment elle s'établit, à partir de quel choix on négocie avec tel ou tel pays et on le sort de la liste. Non, on ne fait pas des choix. Vous parlez d'intérêt économique, d'intérêt diplomatique. Ce n'est pas les critères de choix. Le critère de choix, c'est la direction des finances publiques qui travaille avec les services des impôts des autres pays, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, certes, mais c'est vraiment des administrations fiscales qui se parlent. Et ensuite, c'est des chefs d'État qui décident ou non de signer un accord. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas eu de choix de tel ou tel pays. On a proposé à tous les pays qui étaient sur la liste
de négocier avec l'État français. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Et ceux qui ont dit oui, on a négocié avec eux la convention qui nous paraît être la bonne, c'est-à-dire celle qui permet l'échange d'informations, la transparence et la coopération fiscale. Le problème, moi, Madame Bricq, me semble plus être le passé. Le problème me semble être l'avenir. C'est-à-dire, en réalité, on a ces accords signés. Maintenant qu'on a sorti ces pays de la liste, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces accords ne sont pas des accords pour la forme, papier, voilà, des accords papier, mais des accords efficaces. Et là-dessus, je pense que tout l'enjeu des années qui viennent, c'est effectivement de mettre ces accords sous vigilance. Et je pense que le gouvernement, enfin en tout cas la position que je prendrai au nom du gouvernement, c'est ça, c'est de dire ces accords sont signés, mais maintenant nous entamons une période d'application vigilante pour voir si l'accord s'applique ou pas. Et si l'accord ne s'applique pas, je pense qu'il faudra que nous revenions dans le Parlement, que nous en rediscutions et que nous voyions comment nous faisons un éventuel retour en arrière sur la liste d'un accord qui ne serait pas appliqué. Comment on sanctionne la non-application de l'accord? Je crois que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est plus est-ce qu'on a négocié dans le passé ou pas. Oui, on a négocié. C'est très bien qu'on ait négocié avec tous les États qui étaient des paradis fiscaux. Plus on négocie, mieux c'est. Le problème, c'est plus ça. C'est une fois qu'on a signé l'accord, est-ce qu'il est efficace? C'est pour ça que j'ai pas compris la position qu'a prise le groupe socialiste au Sénat sur le Panama, parce que le Panama accepte de signer un accord de transparence. Acceptons-en l'augure, signons avec le Panama, c'est un geste, c'est une avancée, il faut le faire, on signe, on ratifie, une fois qu'on a ratifié et signé, on fait entrer en vigueur l'accord. Si l'accord ne marche pas, vous voyez, vous présumez de la bonne volonté des partis. Non, excusez-moi, madame, excusez-moi, je ne présume pas, parce que je vois par exemple que Trinidad et Tobago ne sont plus sur la liste, alors qu'ils sont évalués négativement par le Forum. Donc, l'année prochaine, quel que soit le gouvernement, puisqu'ils ont été évalués négativement par le Forum, eh bien, je ferai la même chose avec quel que soit le gouvernement. Si je suis toujours à cette place, je lui demanderai pourquoi il n'a pas réintégré, en fonction de ce que la continuité de l'État s'opérant, vous avez dit, vous, en responsabilité, qu'on pouvait remettre des États. Donc, je ne comprends déjà pas pourquoi ces deux entités, Trinidad et Tobago, ne sont pas sur la liste publiée aujourd'hui, mais compte tenu de ce que vous venez de dire, ils devraient y revenir l'année prochaine. Alors, Madame Bricq, je pense que vous êtes sans doute la seule dans cette salle qui est assurée d'être à la même place dans quelques mois. Donc, hein? Vous aussi, oui, pardon. Vous êtes tous ici. On est assurés de rien, vous savez. Assurés d'être encore là dans quelques mois, contrairement à la ministre en charge. Mais en tout cas, non, mais moi, je comprends tout à fait la discussion qui s'engage. Je pense que cette discussion, nous devrons l'avoir. Cela dit, là où je pense que le gouvernement a bien agi, c'est que pour que l'accord se mette en place, il faut du temps. Il faut de la coopération. La coopération, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de signer. Nous avons envoyé, par exemple, en Suisse, une délégation de la Direction générale des finances publiques en février pour leur dire voilà, l'application aujourd'hui n'est pas satisfaisante. L'application n'est pas satisfaisante. Nous avons identifié les 2 ou 3 problèmes législatifs suisses et les 2 ou 3 difficultés à obtenir des informations. Nous voulons que ces difficultés soient levées. Et l'administration suisse nous a répondu oui, nous allons faire des efforts, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Donc vous voyez, si vous voulez, l'accord, on le signe. Ensuite, il y a une phase nécessaire de mise en œuvre dans laquelle on progresse ensemble et on discute. Si on ne prend pas le temps et si on commence tout de suite à dire pouf, on tape parce que l'OCDE a dit que bon, moi je veux bien, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on négocie des accords internationaux avec des pays qui nous sont très proches par leurs intérêts économiques et bah oui. Donc il faut qu'on travaille. Mais on met les accords sous vigilance, je suis d'accord avec vous, et puis on fait une évaluation de ces accords, mais après un certain temps d'application quand même, pour vérifier quand même qu'on ne peut pas les appliquer. Ensuite, j'ajoute, vous l'avez vu le 11 novembre, que nous ne sommes pas naïfs. Nous n'avons aucune naïveté. Je ne savais même pas que mon téléphone était allumé. Nous n'avons aucune naïveté dans nos relations avec ces accords, puisque nous avons dit en novembre que nous maintiendrions la compétence de la police fiscale pour investiguer sur tous les comptes détenus dans ces pays, même si nous avions signé un accord pendant les 3 premières années d'application de l'accord. Donc nous avons maintenu nos pouvoirs d'investigation. Donc nous continuons à travailler avec ces pays, même s'ils ont signé des accords, comme s'ils ne les avaient pas signés. Le fisc continue à contrôler comme si les pays n'avaient pas signé. Donc ça prouve qu'on n'est pas du tout naïf vis-à-vis de ces accords. On connaît leurs limites. En même temps, c'est quand même une formidable avancée. Donnons-leur leur chance d'être efficaces.
Et puis, mais mettons-les sous vigilance. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas du tout être naïf dans cette affaire. Et notre objectif, c'est vraiment la lutte contre les paradis fiscaux et la transparence. Question complémentaire du rapporteur. Je crois qu'il y a une période probatoire donc de 3 ans, si j'ai bien compris. Voilà, à peu en près. réalité, c'est ça, c'est ce qu'on a fait. On a de fait institué une période pas probatoire, parce que l'accord est signé, il est en vigueur, il existe, mais une période, je dirais, de vigilance pendant laquelle notre capacité d'intervention, Président, est totale et intacte, puisque la police fiscale continue de pouvoir investiguer. D'ailleurs, divers directeurs de votre administration que nous avons reçus nous ont fait part de cette période, je dirais, et avec des surprises heureuses et d'autres peut-être parfois malheureuses. Mais d'une manière générale, ça a plutôt l'air de plutôt bien fonctionner sur le plan international. Écoutez, en tout cas, on part de rien et objectivement, on est arrivé à quelque chose. Après, aller plus loin, ce sera tout l'enjeu certainement du prochain quinquennat. Et je sais que Mme Brick y jouera un rôle éminent. Ignorer mon travail, ça c'est clair. Bien, parlons du présent. Nous ne sommes pas dans un débat d'entre deux tours. Nous sommes sur un sujet. Mais pour abonder, si je peux me mettre, pour abonder donc dans le sens de la question de notre collègue Nicole Bricq, qui est une question pertinente et fondée, vos services sur ce sujet nous ont expliqué qu'on se calait sur les travaux du forum et non sur la liste de l'OCDE. Ça a été dit de cette manière. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres intérêts en jeu, et si oui, lesquels? Et combien tout cela a-t-il coûté en termes d'impact fiscal pour notre pays? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Non, je ne comprends pas du tout la question. Nous travaillons à partir de la liste, puis nous signons des accords, puis nous évaluons les accords et nous pouvons remettre des pays sur la liste si les accords ne sont pas appliqués. Le travail du forum nous sert évidemment, nous y participons évidemment et nous apportons au forum le résultat que nous constatons de l'application des accords. Donc les travaux du forum et les travaux de la France se font effectivement en même temps, mais nous ne sommes pas tenus par les phases 1 ou phase 2 ou phase 3 du forum. D'abord, le fait de faire entrer des pays dans la phase 1 est déjà une façon de les faire rentrer dans la logique de transparence et de contrôle. Le fait d'être déjà en phase 1, le fait de refuser le passage en phase 2 montre qu'il y a des problèmes dans l'application de l'accord. Ces problèmes peuvent être résolus, il faut qu'on essaye de les résoudre. C'est comme ça que travaille le forum. Après, si au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un blocage, qu'on n'arrive pas, les pays ne sont pas en réalité ne sont pas coopératifs et que le fait qu'ils ne puissent pas rentrer en phase 2 ne vient pas de blocages légaux, de leur législation qu'il faudrait changer, qui peuvent changer. Mais oui, mais un blocage légal, ça peut se changer, Madame Brick. Si l'OCDE dit vous avez un blocage vous légal, n'auriez pas dû pouvez passer signer en phase avec 2. Panama parce qu'ils n'avaient pas la capacité normative de faire en sorte qu'ils soient transparents. C'est pas possible. Bon. Et il y en a d'autres que vous avez sortis pareil. Mais l'avenir le dira. L'avenir le dira. C'est déjà énorme d'avoir pu signer une convention d'échange d'informations avec le Panama. Qui aurait cru il y a 5 ans que la France réussirait à imposer au Panama un accord d'échange d'informations fiscales? C'est déjà énorme. Si le Panama ne l'applique pas, eh bien on le montrera du doigt, on dira il ne l'a pas appliqué. Soyons vigilants dans l'application des accords plutôt que de les refuser a priori. Moi je suis c'est peut-être de nature optimiste et confiante. Je pense que quand quelqu'un vous permet d'avancer dans la bonne direction, il faut avancer dans cette bonne direction. Puis il y a un effet de cliquet. Une fois que c'est pris, c'est plus à prendre. Une fois qu'on commence à avoir des coopérations fiscales, après on tire un fil. Si on s'aperçoit que tout ça, c'est vraiment que pour leurrer, il ne faut aucune naïveté. Je vous ai parlé de peur des gendarmes. Moi, je pense qu'il faut effectivement qu'on soit extrêmement ferme sur l'application des accords. Mais c'est vraiment... il faut laisser le temps aux accords de rentrer en vigueur et de s'appliquer. Voilà, c'est le message que je donne. Les mettre sous vigilance, oui, mais laisser quand même 1 an de négociation entre les administrations fiscales pour faire progresser les accords. Sinon, c'est plus la peine d'en signer. On a passé des années à les négocier. Si on les met à terre avant même de les avoir appliqués, je pense que ça n'est pas possible. Puisque nous évoquons l'actualité internationale qui est assez riche en matière fiscale, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous faire part des derniers développements, je dirais des accords Rubik, puisque la presse ces derniers jours a évoqué la position de différents pays européens? Alors, vous savez que la France n'a pas souhaité donner suite aux propositions de la Suisse sur ces accords cet accord dit Rubik. Nous n'avons pas souhaité le faire parce que c'est des accords qui nous paraissent contraires à la directive épargne européenne, qui nous paraissent sanctuariser le secret bancaire suisse.
Aujourd'hui, il y a d'autres pays. Écoutez, je n'oublie rien, je les ai cités, Pour les impôts concernant les sociétés. Hein. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que nous signons ou pas les accords Rubik avec la Suisse. Nos partenaires allemands ont eu un peu des problèmes pour faire ratifier l'accord par leur Parlement. Je ne sais pas s'ils vont y parvenir. Nous verrons ce que les Allemands font. Je pense, moi, que l'accord Rubik ouvre une brèche dans laquelle s'engouffreront un certain nombre d'États européens pour battre en brèche les obligations de transparence de la directive EPA. Absolument. On a le même avis. Une dernière question, monsieur le rapporteur, ou d'autres vous voulez Alors, peut-être oui, je reviens un peu en arrière sur deux remarques qui ont été faites. Tout d'abord, je voudrais rappeler ici que nous avons formulé officiellement la demande de communication à la Commission du rapport de l'IGF sur les contribuables à fort enjeu, ainsi que les annexes. Donc cette demande a été formulée, mais je la reformule à nouveau ici en séance publique. Et une remarque ensuite sur un propos que vous avez tenu. Vous dites il n'y a plus de cellule fiscale au ministère, donc plus aucune directive, circulaire Barouin. Sur les situations individuelles. Alors, nous avons régulièrement interrogé vos services sur ce sujet, à savoir leur marge d'autonomie, comment étaient construits les programmes de vérification, de contrôle. Et chacun nous disait qu'il y avait entière autonomie et aucunement intervention, directive, indication des ministres en place. Et là, vous nous dites le contraire. Donc, je suis un peu surpris d'entendre cela. Mais pour aller un peu plus loin, pour élargir un peu le propos, je vous laisserai répondre ensuite, Madame la Ministre. Le ministre du Budget dispose de pouvoirs importants, bien évidemment, ce qui est légitime, tout à fait considérable même dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale. Il peut intervenir pour arrêter le programme de contrôle fiscal. Il a une compétence discrétionnaire également pour mobiliser l'action pénale, en ce sens que sa décision de saisir la commission des infractions fiscales en était généralement une condition préalable. Je voudrais recueillir votre sentiment général sur l'étendue de la compétence qui lui est ainsi attribuée, et ne peut-on pas considérer qu'elle est excessivement discrétionnaire? Mais attendez, d'abord je voudrais que vous m'expliquiez la phrase « vous venez de me dire le contraire ». Je viens de vous dire que je n'avais aucun pouvoir d'intervention dans les situations individuelles. Alors je voudrais comprendre pourquoi je vous ai dit le contraire. J'ai noté, Madame, que vous aviez dit il n'y a plus de cellule fiscale au ministère, il n'y a plus aucune directive. C'est bien ça que j'ai entendu, que j'ai noté. Oui, bien sûr. Bien, et donc nous avons entendu le contraire dans les auditions différentes à propos de différents services. Nous demandions en général quelle était leur marge d'autonomie dans la construction des programmes de contrôle. Est-ce qu'il y avait de temps en temps des indications, des directives du ministre en place? Il nous a été systématiquement répondu par la négative. Donc, ils ont dit la même chose que moi. Non, mais ça sous-entend qu'auparavant, il y avait des directives. C'est ça ma question. Écoutez, moi je ne parle pas du passé, je parle de ce qui se fait aujourd'hui. Si vous me demandez si effectivement il y a eu une période dans des mandats très antérieurs dans lesquels la liste des contrôles fiscaux était soumise à l'approbation du ministre, je vous répondais oui, mais ça n'est pas le cas dans ce mandat et ça ne se fait plus. C'est une période révolue. Et je crois d'ailleurs que certains sénateurs se vantaient d'avoir, dans les fonctions que j'ai exercées, eu le pouvoir de fixer cette liste des contribuables contrôlés. Mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois que vous voyez de qui je veux parler. Bon, il n'était pas proche de Nicolas Sarkozy. Et donc voilà. Donc non, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, je n'ai connaissance des faits, effectivement, qu'au moment où il faut saisir la commission des infractions fiscales, mais j'ai un avis documenté de mes services. Et donc à partir du moment où j'ai un avis documenté de mes services qui me dit qu'il faut saisir la commission des infractions fiscales, je pense qu'il est extrêmement difficile pour un ministre de dire non, on ne le saisit pas. Et de toutes les façons, vous savez que ce pouvoir, qui n'est pas excessivement discrétionnaire, excusez-moi, c'est quand même normal que le ministre décide de l'engagement de certaines poursuites. Mais ce pouvoir s'exerce sous le contrôle des présidents des commissions des finances des deux assemblées, du Sénat et du rapporteur général, qui ont tous les quatre la possibilité de venir vérifier chacune des décisions prises par l'administration fiscale. Ils ont en réalité beaucoup plus de connaissances que moi, figurez-vous,
d'un certain nombre de dossiers fiscaux sensibles, puisque, pour ne pas le cacher, le président de la commission des lois, la semaine dernière encore, a demandé au directeur général des finances publiques, président de la commission des lois dont je signale pour l'enregistrement au procès-verbal qu'il est socialiste, a demandé au directeur général des finances publiques l'intégralité des dossiers concernant toute une série de dossiers de contribuables individuels à fort enjeu, qui avaient fait l'objet d'un certain nombre d'articles sur Internet et dans la presse, et d'un certain nombre de rumeurs de fraude fiscale. Il a donc pu constater par lui-même, que l'administration fiscale avait fait son travail. Il a pu identifier lui-même tous les points de contrôle fiscal que l'administration avait fait. Et je n'ai pas entendu M. Cahuzac émettre la moindre remarque sur la qualité du contrôle fiscal et l'impartialité du contrôle fiscal qui avait été appliqué. Très bien. Madame la ministre, il me reste à vous remercier. Avant de conclure, Monsieur Duvernois. Je voudrais vous poser, Madame la ministre, une question d'actualité. Deux des principaux candidats à l'élection présidentielle ont proposé une réflexion sur l'introduction dans le Code général des impôts d'une clause sur la nationalité qui viendrait s'ajouter à la pratique fiscale actuelle seulement basée sur la territorialité, c'est-à-dire sur la notion de résidence, plus ou moins 181 jours de résidence dans un pays. Si tel devait être le cas, ce serait une évolution substantielle dans l'idée même de l'imposition fiscale, surtout pour les communautés françaises expatriées, en croissance et qui sont soumises à l'application, naturellement, des conventions fiscales bilatérales, 135 à ce jour, dans autant de pays et signées par notre pays, et qui protègent, rappelons-le, la non-double imposition dans le pays de résidence ou dans le pays d'origine. Ma question est la suivante. En votre double qualité de ministre du Budget et de porte-parole du gouvernement, ma question est de savoir si cette prise en compte éventuelle de la nationalité est compatible avec l'existence des conventions fiscales bilatérales. Et dans la négative, pouvons-nous envisager une révision générale de ces mêmes conventions fiscales pour appliquer à la fois la nationalité et la territorialité de manière, on l'a bien compris, à élargir l'assiette de l'impôt? Alors, monsieur le sénateur, il y a deux sujets en réalité. Il y a la position de principe qui consisterait à dire tout national français résidant hors du territoire de France doit payer une partie de ses impôts en France. Ça nécessite, si c'est un principe posé comme tel, ça nécessite effectivement la renégociation des 135 conventions que vous avez mentionnées, ce qui est un travail de titan et qui ferait reculer, je pense, n'importe quelle administration fiscale. Mais en même temps, c'est toujours possible de renégocier. Mais enfin, vous voyez que ça c'est un travail vraiment de titan. Il y a une autre façon de procéder, enfin, il y a une autre vision des choses qui me semble être plutôt celle prônée par le président de la République, consiste à dire l'évasion fiscale se fait essentiellement avec un petit nombre de pays qui sont très proches territorialement de la France et qui ont notoirement des impôts moins élevés que la France. Donc c'est 2-3 pays avec lesquels il faut renégocier des conventions fiscales pour permettre que lorsque la fiscalité dans ces pays est bien inférieure à celle de la France, eh bien, la différence d'imposition entre l'impôt français et l'impôt payé dans ces pays puisse être reversée au Trésor français. Ça nécessiterait la renégociation de 3-4 conventions avec des États qui sont les États les plus proches de la France. Alors, monsieur le rapporteur. Et sans abuser du temps de notre ministre, qui est, j'imagine, très précieux, deux questions quand même que je souhaiterais évoquer. Donc, pour revenir sur l'imposition des entreprises du CAC 40, que M. le Président de la République semblait découvrir cette réalité. Ça a d'ailleurs donné lieu à une proposition de sa part d'établir une imposition des bénéfices réalisés à l'étranger par ces entreprises. Par ailleurs, un tel chiffre devrait, à mon avis, susciter, générer une étude systématique de cette situation et plus encore une forme d'explication publique pour ce qui est de l'étude. Peut-être existe-t-elle d'ailleurs, cette étude systématique, et que vous savez analyser ce que recouvre une réalité fiscale aussi choquante au premier abord. On nous indique que les entreprises du CAC 40 sont contrôlées chaque année. On doit donc disposer de toutes les informations nécessaires
notamment pour identifier le taux d'imposition effectif de chacune d'entre elles en France, mais aussi dans le monde, et les éléments qui l'expliquent. Si tel n'est pas le cas, il faut nous dire pourquoi, et si tel est le cas, je pense que notre commission serait satisfaite de disposer de l'ensemble de ces informations. Et une deuxième question. L'étude systématique sur la situation des entreprises du CAC 40 au regard de leur taux d'imposition, puisqu'elles sont contrôlées chaque année. Donc vous devez, j'imagine, disposer de toutes les informations à leur sujet, voilà, notamment pour identifier le taux d'imposition effectif de chacune d'entre elles en France. Ça on l'a. Voilà, et les éléments qui l'expliquent. C'est une statistique connue, elle a déjà été bien. publiée. Donc je pense que notre commission serait intéressée de disposer de ce document. Voilà, cette étude systématique. Et dernière question concernant l'exit tax, mise en place en juillet 2011. Bon, encore un peu tôt pour l'évaluer, mais elle existe. Donc créée justement afin de lutter contre l'évasion fiscale. Pensez-vous que cette mesure puisse être réellement efficace dans la mesure où sa conformité avec le droit de l'Union européenne limite apparemment fortement son application? L'exit tax présente un risque d'incompatibilité avec les traités et les conventions fiscales internationales. Sommes-nous bien conscients de ce risque? Et celui-ci a-t-il été évalué par des consultations juridiques, notamment auprès des instances communautaires? Qu'en est-il exactement? Alors, sur l'exit tax, donc qui va rentrer en vigueur à 7 déclarations sur l'impôt sur le revenu. Hein. Donc le décret est sorti et la circulaire est en train de sortir. Donc l'exit tax est totalement compatible avec les traités en vigueur parce qu'en fait l'exit tax elle s'applique au moment où on part. En fait l'exit tax c'est la déclaration, c'est un peu comme les déclarations de patrimoine des parlementaires en fin de mandat, c'est-à-dire que on vous demande avant de partir de donner l'état des plus-values latentes que vous avez faites et si ces plus-values latentes sont supérieures à 1,3 million, vous partez dans un autre pays et si vous vendez, dans les 8 ans qui viennent, vous payez la plus-value latente que vous devez au fisc français. Voilà. Si vous ne vendez pas, si vous êtes juste expatrié et que vous êtes parti et que vous revenez, vous ne payez rien. C'est simplement, on calcule la plus-value latente au moment où vous partez et cette plus-value, elle est due si vous allez... l'imposition sur cette plus-value est due au taux français, si vous allez dans un pays uniquement pour vendre. Voilà, c'est ça le principe de l'exit tax. Alors pour l'instant, on ne peut pas l'évaluer puisqu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, mais elle est d'application relativement simple, d'autant plus que nous avons quand même une connaissance assez bonne avec l'ISF des patrimoines des Français qui partent. Sur la première question que vous m'avez faite sur les entreprises, et leur taux de fiscalité, je vous donnerai évidemment toutes les informations, mais sous réserve qu'on ne descende pas trop bas dans l'atteinte au secret fiscal et au secret des affaires. Hein. J'ai des informations qui sont des informations officielles des entreprises sur leur taux de fiscalisation, mais je ne peux pas donner les informations sur l'organisation des entreprises. Je suis tenue par le secret fiscal et le secret des affaires. Très bien, il me reste à vous remercier pour cet exposé extrêmement complet à cette période où la Commission est un peu, je dirais, dans la première étape et va entamer une deuxième série d'auditions.